Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la gestion efficace des vaccins avec la réflexion « Pourquoi le progrès est si lent ?» Nous sommes très heureux d'accueillir ici Modibo Diko, Solo Kone, Adama Sawadago et Abdoulaye Djigo qui vont vous parler de ce sujet. Ce webinaire est enregistré. Nous partagerons plus tard la présentation ainsi que les enregistrements par email. Ce sera mis à disposition aussi sur le site TechNet 21. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions durant toute la présentation sur la boîte de questions-réponses qui est disponible en bas de votre fenêtre Zoom. Nous serions très heureux de savoir qui vous êtes, où vous êtes. Donc, n'hésitez pas à vous présenter, à nous faire un petit coucou sur le chat pour nous dire voilà, pour qui vous êtes et pour quelle organisation peut-être vous travaillez. Je laisse la parole à Solo qui va vous donner un petit mot avant de commencer ce webinaire. Merci beaucoup. Solo, la parole est à toi. Merci Alex et bonjour à tout le monde. Je vois que nous sommes en train d'être nombreux à avoir souscrit à ce webinaire et nous vous remercions. Moi, c'est Suleiman Kone, tout Solo. Je suis le chef de l'équipe chaîne d'approvisionnement et logistique au sein de l'équipe PEV dans le département vaccins et immunisation au niveau de l'OMS Genève. Pourquoi la gestion efficace des vaccins? Vous savez, cette initiative a été lancée en 2009 conjointement par l'OMS et l'UNICEF et elle est aujourd'hui appuyée par tous les partenaires au niveau mondial de la vaccination. Donc, l'initiative vise évidemment à améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement des pays en offrant des outils d'évaluation et des processus d'amélioration continue. Et en 2019-2020, nous avons élaboré un nouvel outil, une nouvelle version de la GEV 2.0 qui a pris l'avantage des progrès, notamment sur les applications mobiles. Mais qu'est-ce qui a été fait de 2009 à 2019? Donc, nous avons convié des experts, notamment Modibo et l'équipe TBI, pour nous faire une analyse et tirer tous les enseignements que l'on a rencontrés sur la mise en œuvre de cette GEV1 pour que nous puissions corriger les insuffisances qui ont été rapportées avec la GEV1 pour pouvoir améliorer les appuis avec la GEV2. Donc, c'est à ce webinaire que nous vous convions. Comme l'a dit Alex, donc posez toutes les questions et les experts et nous-mêmes essayerons de les répondre. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Adama qui va introduire et puis passer la parole à Modibo après. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Adama, à vous. Merci beaucoup, Suleiman Kone. Merci à Alex Pascuto, et merci à tous les participants d'être là. Nous sommes réellement ravis de pouvoir s'entretenir avec vous autour d'un sujet qui est très important. C'est vraiment autour de la gestion efficace des vaccins et notamment à travers des analyses sur une période qui concerne justement la gestion efficace des vaccins version 1, ce qu'on appelle couramment la GEV1. Moi, c'est Saoudou Adama, Eric. Je suis le secrétaire exécutif de l'association à but non lucratif de Balanza Institute, en abrégé TBI. The Balanza Institute, pour ceux qui ne le savent pas, est un partenaire, un nouveau partenaire dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Pas seulement, on s'occupe aussi de l'approvisionnement en énergie, de la préservation de l'environnement, et tout ça dans un contexte pour améliorer les performances des programmes élargis de vaccination et d'autres programmes de santé publique. The Balanza Institute offre des conseils, une assistance technique et des formations.
un des axes justement d'appui technique, c'est ce dont on va parler ce matin, c'est-à-dire la gestion efficace des vaccins. Donc, ce webinaire va porter principalement sur ce sujet-là. Alors, ce webinaire, bien sûr, comme Suleiman Kono l'a dit, va être animé par des experts de Balanza Institute et principalement par Dr Modibo Diko. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais que beaucoup de gens connaissent Dr Modibo Diko. Il a plus de 30 ans d'expérience dans la chaîne d'approvisionnement. Il est un des artisans du développement, en fait, de l'initiative GEV, notamment la GEV 1, dont on parlera. Il est un des initiateurs. Il a occupé plusieurs niveaux de responsabilité à différentes échelles, niveau régional, OMS siège, etc. Et il a conduit plusieurs missions de consultation. Il est bien sûr un membre très actif de Balanza Institute, puisqu'il fait partie du comité exécutif de cette institution-là. Alors, sans plus tarder, parce que je ne saurais pas tout dire sur Dr Modibo Diko en si peu de temps, donc je vais juste lui passer la parole pour qu'il nous entretienne sur le sujet du jour. Dr Modibo Diko, à vous la parole. Merci beaucoup, Adama. C'est un vrai plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Je remercie tout le monde de prendre son temps précieux pour écouter cette présentation sur la gestion efficace des vaccins, en vue de savoir pourquoi le progrès est si lent. Alors, à la fin de cette présentation, souhaitablement, on saura tirer les leçons de l'expérience décennale 2010-2019 de conduite des évaluations GEV1 afin d'améliorer la mise en œuvre des plans d'amélioration. C'est ça l'objectif, on tire les leçons pour améliorer la mise en œuvre des plans d'amélioration. Et spécifiquement, donc, on verra la lenteur du progrès, lent et inégal. On essaiera d'avoir des explications sociologiques de cette lenteur. On verra les raisons managériales. Et puis, à la fin, on pourra proposer des voies potentielles de sortie et lancer un appel aux managers de programme PEV et aux logisticiens. Donc, voici donc brièvement les objectifs de cet échange. En guise d'introduction, je vous ferai remarquer que le PEV est l'un des plus vieux programmes de santé publique. Il est né dans les années 70 avec la vaccination universelle de l'enfance, plus connue sous le sigle anglais de UCI, avec un financement très généreux, à tel point qu'à l'époque, on disait « one child, one vial », un enfant, un flacon. Et donc, il y a eu de nombreuses initiatives qui ont eu lieu et qui ont été financées, qui ont été bien financées, en vue d'éliminer le tétanos néonatal, d'éradiquer la polio, de contrôler la rougeole et la fièvre jaune, d'introduire les nouveaux vaccins, etc. Et donc, en 2009, l'OMS et l'UNICEF ont lancé l'initiative de gestion efficace des vaccins, la GEV1. Et depuis lors, il y a eu 195 évaluations de la GEV1 dans 93 pays. Et chaque évaluation était suivie d'un plan d'amélioration. Cette initiative déclenche un processus d'amélioration continue, comme illustré sur la figure à gauche, comme vous le voyez, qui suit le principe de la roue de Deming, où on évalue, on planifie, on met en œuvre, on suit, on évalue et on replanifie et on remet en œuvre, ainsi de suite, hein, jusqu'à probablement pour le PEV jusqu'à la fin des temps. Donc, ces 195 évaluations ont eu lieu et on a vu qu'il y a eu des plans d'amélioration qui ont été financés, il y a eu des vastes programmes d'équipement et de formation qui ont été mis en place, hein, des fournitures de chambres froides, de frigos, de véhicules, d'incinérateurs, d'ordinateurs ont eu lieu, il y a eu des sessions de formation en grand nombre, au niveau académique, au niveau en cours de service, il y a eu du mentoring, du coaching, etc.
et les montants engagés par les gouvernements et les bailleurs de fonds sont élevés. Bien que Gavi, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais malgré tout, les évaluations de la GEV révèlent toujours des insuffisances, des défaillances et même parfois des fautes graves. Et en fin de compte, il n'y a que quelques pays qu'on peut compter sur les doigts de la main qui ont atteint le minimum de 80% des scores composites. Pourquoi cela? En vue de comprendre, nous avons essayé d'analyser les performances dévoilées par les évaluations GEV dans une première période 2010-2012, c'est-à-dire avant les plans d'amélioration, et dans une deuxième période en 2017-2019, c'est-à-dire après la mise en œuvre des plans d'amélioration. Et vous voyez les résultats sur le plan global ici, les moyennes pour les 195 évaluations. Donc en bleu, les barres bleues, c'est les évaluations qui ont eu lieu en 2010-2012 et les barres rouges-orange, c'est 2017-2018. Vous voyez qu'en 10 ans, le progrès est assez minime en ce qui concerne les critères, le graphique de gauche. Le progrès n'est que de 8 points, de 61% en moyenne à 69% en moyenne. Pour les catégories, le progrès est de 10 points. C'est assez minime pour 10 ans de travail. Donc, c'est ce qui ressort de l'analyse des résultats des GEV enregistrés par l'OMS, des évaluations de la GEV1 enregistrées et validées par l'OMS. Alors, si on y regarde de plus près, on voit que les critères et les catégories qui sont relatifs aux infrastructures, aux équipements et à la formation, c'est-à-dire E3, capacité, E4, équipement, bâtiment, transport, et puis E8, les connaissances en gestion des vaccins, c'est-à-dire la formation, et ces critères-là sont élevés. Si je reviens sur la figure, vous verrez que ces critères-là, E3, E4, E8, sont élevés. De même que les critères sur les catégories bâtiment, capacité et formation, vous verrez sur les catégories, ça aussi, c'est élevé. Ça, ce sont les critères d'intrants et les catégories d'intrants. Par contre, les critères relatifs à la gestion de la maintenance, à la gestion des stocks, à la gestion de la distribution, et puis aux fonctions d'appui, E9, sont assez bas. Du côté des catégories, c'est les catégories management, réparation et maintenance qui sont assez bas aussi. Alors, si je reviens sur la figure, vous verrez ça. E5, maintenance, E6, gestion de stock, E7, gestion de la distribution. Et puis E9, les fonctions d'appui, y compris la supervision. Vous voyez que ces critères sont plus bas comparés aux autres dont j'ai parlé. Et du côté des catégories, vous verrez que le management et la réparation sont aussi plus bas que les autres. Alors, non seulement ces critères sont bas, mais la hiérarchie a été respectée entre 2012 et 2019. Les critères qui étaient les plus bas en 2010-2012 demeurent toujours plus bas en 2017-2019. Non seulement ça, mais les écarts se creusent. Les critères qui étaient plus hauts en 2010-2019, c'est-à-dire E3, E4 et E8, ont encore progressé plus que les autres en 2017 et 2019. Donc, les écarts se creusent entre les deux types de critères. Les critères d'intrants, relatifs aux infrastructures, aux équipements, à la formation, et les critères de processus qui vont intervenir, les processus de gestion de la maintenance des stocks, de la distribution, etc. Donc, les écarts se creusent entre les deux types. Alors, si
on fait passer une courbe qui va raser les sommets des barres rouges, vous voyez que le profil qui se dégage avec, avec un œil un peu artistique, on voit deux montagnes qui se profilent et une dépression au milieu et à droite, un précipice. Les deux montagnes correspondent aux critères et catégories d'intrants, c'est-à-dire E3 et 4 d'un côté et puis E8 de l'autre. Quant à la dépression, qui est au milieu, elle correspond aux critères de processus E5, E6, E7. Et le précipice à l'extrême droite correspond aux critères, les fonctions d'appui, le critère E9. Et donc, on a deux montagnes et un précipice. Alors, si vous mettez des lunettes d'artiste, vous verrez bien les montagnes qui sont là, hein, correspondant aux différents critères, aux différentes catégories. Et la première montagne, je l'ai appelée la montagne de l'avoir, parce qu'il correspond aux critères E3, capacité, E4, bâtiment, équipement, transport. Donc, c'est les avoirs. L'autre montagne qui correspond aux critères de la formation, je l'ai appelée le monde du savoir. Alors, la dépression, je l'ai appelée dépression du vouloir, parce que c'est là et ça fait intervenir le facteur humain, c'est les processus de gestion de la maintenance, de la gestion des stocks, de la gestion de la distribution, etc. Et le précipice, je l'ai appelé précipice du pouvoir, parce qu'il inclut la supervision qui est effectuée en général par les supérieurs hiérarchiques, donc il fait intervenir la notion de pouvoir. Donc il y a un précipice du pouvoir. Voilà, donc on a le monde de l'avoir et le monde du savoir qui sont séparés par la dépression du vouloir et à l'extrême droite, le précipice du pouvoir. On peut voir que les monts correspondent aux investissements, aux intrants, tandis que la dépression et le précipice, ils correspondent au processus et donc aux opérations de mise en œuvre. En effet, les intrants, c'est les résultats directs des investissements. Ils répondent à la question combien. Combien de frigos, combien de véhicules ont été achetés, combien de bâtiments ont été construits, réhabilités, agrandis, combien de sessions de formation ont-elles été organisées, etc., etc. Quant au processus, c'est les opérations de mise en œuvre. Ils répondent à la question comment. Comment la maintenance est-elle organisée, comment sont gérés les stocks, comment se déroulent les fonctions d'appui. Et vous constatez que les processus font intervenir le facteur humain, ce qui est très important à remarquer. Et donc, si on regarde les processus, c'est eux qui correspondent à la dépression et au précipice. Les scores des critères E5, E6 et E7 sont bas, alors que les moyens sont disponibles. Les moyens, c'est quoi? Ce sont les capacités, les équipements, les bâtiments et les transports. Ça, c'est disponible. On a vu que les critères correspondant à ça sont élevés. Hein? La formation est disponible, les connaissances sont là. Le critère correspondant à la formation E8 est élevé. Alors, on a les moyens, on a les savoirs et les scores sont bas, les scores progressent lentement. C'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un déficit de volonté? Est-ce que les gens n'ont pas mal à la volonté? C'est pour ça qu'on a avancé cette appellation dépression du vouloir. Quant au précipice, qui correspond au critère E9, son score était bas en 2010-2012 et en 2017-2019, à la grande surprise, ce score a reculé. C'est le seul critère qui a reculé entre les deux périodes. Malgré la mise en œuvre des plans d'amélioration, ce critère s'est débrouillé à reculer. Et cette différence, nous l'avons appelée précipice du pouvoir. Le pouvoir parce que c'est lié à la supervision par le superviseur. Alors, on voudrait bien comprendre et on se demande
si ce n'est pas cette dépression et ce précipice-là qui expliquent la lenteur des progrès en GEV. On aimerait bien comprendre. Hein? Des plans d'amélioration ont été élaborés et financés, les équipements ont été fournis, des formations ont été dispensées. Malgré tout, les critères avancent lentement et en même temps, l'écart se creuse entre les critères et catégories d'intrants et les critères de processus. Comment expliquer cette situation paradoxale? Nous allons explorer deux possibles explications. Une sociologique, avec la théorie de la vitre brisée, et une managériale qui est liée au déficit d'exercice des fonctions d'appui, notamment la supervision. Donc, l'explication sociologique, c'est une analogie que nous faisons. Ne vous déconnectez pas, même si c'est un peu long. Restez connectés parce que ça va expliquer ce qui va se passer plus tard. Alors, pour comprendre la théorie de la vitre brisée, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui a porté sur deux voitures identiques qu'on a abandonnées dans la rue, la même marque, le même modèle, la même couleur. Une voiture a été garée dans le Bronx, un quartier pauvre et vraiment troublé de New York. Et puis, une voiture a été garée à Palo Alto, un quartier très riche et pacifique de la Californie. Donc, une voiture dans un quartier pauvre, une voiture dans un quartier riche. Que se passe-t-il? Dans le Bronx, le quartier pauvre, il n'a fallu que quelques heures pour que la voiture soit entièrement vandalisée. Tout a été pris. Tout ce qui était utilisable a été emporté. Et ce qui n'était pas utilisable a été détruit. En quelques heures. À Palo Alto, pendant ce temps, rien ne se passe. Pendant plusieurs jours, personne ne touche à la voiture garée. Alors, on se dit, mais quelle est l'explication? Et évidemment, on pense à la pauvreté. C'est la pauvreté qui est invoquée comme cause première de cette vandalisation qui est intervenue sur la voiture garée dans le Bronx. Et tout le monde partage cette position. Hein? La pauvreté est la première explication. Alors, pour en savoir plus, les chercheurs sont allés à Palo Alto, la voiture qui était garée là-bas plusieurs jours et que personne n'a touché. Les chercheurs ont brisé eux-mêmes une vitre. Et puis, ils se sont mis à observer. Et voilà, surprise, le même processus qui s'est déroulé dans le Bronx s'est déclenché dans ce quartier riche de Palo Alto. En quelques heures, vol, vandalisme, violence, etc., la voiture a été réduite au même état que celle qui était garée au Bronx. Et ce, dans un quartier riche et pacifique. Comment expliquer ça? Comment expliquer que la vitre brisée d'une voiture déclenche un processus délictueux comme celui qui s'est passé dans un quartier pauvre? Alors qu'avant que la vitre ne soit brisée, rien ne s'est passé pendant plusieurs jours. Quelle est l'explication? La pauvreté est disculpée. Les gens ne sont pas pauvres dans ce quartier de Palo Alto. Alors, où sont donc les causes? Donc, il faut les chercher dans la psychologie des hommes, dans les relations sociales, hein, dans le comportement humain. C'est peut-être là qu'on va trouver l'explication. Parce que ce n'est pas la pauvreté qui est, cette fois-ci, la cause du processus du vandalisme. Donc, pour y regarder de plus près, on voit qu'une vitre brisée dans une voiture abandonnée, qu'est-ce que ça transmet comme image? Ça donne une idée de décadence, de désintérêt et de négligence. C'est ça que ça transmet aux gens qui passent. Il y a de la négligence ici. Il y a un désintérêt à ce qui se passe ici. Et ça, c'est une rupture avec les codes qui sont en vigueur dans
dans ce milieu-là. Et ça suscite un sentiment d'absence de loi, un sentiment d'absence de normes, un sentiment d'absence de règles. Et ce sentiment d'absence de loi, de normes et de règles peut donner lieu à des processus délictueux, à des délits. C'est pour ça que la théorie de la vitre brisée dit la criminalité est plus élevée dans les zones où la négligence, la saleté et le désordre sont les plus élevés. C'est ça la théorie de la vitre brisée. Et il faut prendre garde à ça. Quand les gens sont le sentiment qu'il y a un abandon, il y a du désordre, il n'y a plus de loi, il n'y a rien, des mots se développent et l'environnement se dégrade. On va voir quelques exemples. S'il y a un bâtiment vide et avec une vitre brisée, si on ne prend pas soin de réparer cette vitre brisée, au bout de quelques temps, toutes les vitres de l'immeuble seront brisées et les lieux seront occupés par les criminels. Si dans une communauté, on voit qu'il y a des petites fautes, hein, par exemple des stationnements dans un lieu interdit, des dépassements de vitesse, etc., le non-respect du feu rouge, si on ne sanctionne pas ces petites fautes, immédiatement, il y a des fautes majeures qui vont se développer et même des crimes encore plus graves. C'est ce qui a été observé. Dans une famille, si la maison est sale, désordonnée, sans soin, avec des peintures décrépites, des murs en mauvais état, les endroits les nettoyages ne sont pas faits, etc., il y a une baisse d'estime de soi chez les membres de cette famille. Cet environnement décrépit leur induit une baisse d'estime de soi. Et ils commencent à se manquer de respect entre eux-mêmes et même entre eux et la société. Vous voyez? Et dans la société, puisqu'on en parle, s'il y a un manque de respect pour les valeurs sociétales, un manque de respect de la société envers elle-même et envers les autorités, et vice-versa, par exemple, lorsqu'il y a des ordures qui sont abandonnées dans les rues, dans les places, et personne ne les ramasse, si on ne respecte pas les policiers, ils sifflent, on ne s'arrête pas. Si les policiers eux-mêmes ne se respectent pas et prennent des pots de vin avec les gens, si les instituteurs prennent des pots de vin pour donner des notes aux élèves, etc., et les élèves ne respectent plus les maîtres, etc., si on laisse ces petites fautes-là s'accumuler, eh bien, on entraîne le pays vers la corruption à tous les niveaux. Il y aura un manque d'éducation générale, un manque de formation, un manque d'opportunités pour les jeunes puisqu'ils ne sont pas formés. Et il y a un délabrement total de la société et un pays qui va à volo. C'est aussi simple que ça et aussi grave que ça. Alors, tout ça c'est beau, vous dites. Quelles sont les implications pour nous maintenant en matière de gestion des chaînes logistiques? Avant de vous parler des implications de vous parler des implications de la théorie de la vitre brisée sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement, je voudrais porter à votre attention la nécessité d'un changement de paradigme. Jusqu'à présent, on a considéré la logistique comme un poste qui génère que des coûts. Mais on réalise maintenant qu'avec une bonne gestion, la logistique produit aussi de la valeur. Et ça, c'est un nouveau paradigme qu'il faut avoir en tête maintenant. Les logisticiens ne sont pas seulement des gens qui dépensent. Ils font aussi gagner à l'entreprise. Ils font gagner au programme en termes de couverture, en termes de santé. Comment? Avec une meilleure gestion de la logistique, les patients seront plus satisfaits parce qu'il y a une disponibilité accrue des produits et les délais de livraison sont courts. Et même s'il y a une rupture, les délais de livraison sont courts, on corrige tout de suite et la disponibilité est là, les patients sont satisfaits. Il y aura une hausse de la fréquentation, il y aura moins d'occasions manquées et les coûts de stockage et de transport sont optimisés parce que cette meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Et donc, tout ça procure des bénéfices au programme en termes de santé publique et en termes d'argent. Vous voyez, on réduit les capacités, les besoins en capacité par une meilleure planification du stockage et du transport. Et ainsi, on réduit le coût total de possession des vaccins et des consommables. Et tout ça, cette diminution des stocks et cette rotation rapide des stocks qui permet la meilleure gestion de la logistique, réduit les besoins en fonds de roulement, réduit les besoins en financement du programme. Et aussi, en réduisant les capacités de stockage et de transport, on réduit leur consommation d'énergie, on réduit leur contribution en émissions de gaz à effet, comment dire, le mot ne me vient pas, donc Effet de serre. Effet de serre, voilà. Vous voyez? Et en introduisant les nouvelles énergies, comme l'énergie solaire aussi, on contribue à cette protection de l'environnement. Donc, vous voyez que maintenant, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, c'est un poste générateur de valeur pour le programme ou bien pour l'entreprise. Et ça, c'est un nouveau paradigme. Et ça améliore l'effectivité et l'efficience du programme. Mais si on ne prend garde, de simples petites négligences peuvent mettre tout cet agenda en cause. Tout peut se fracasser au sol. En fait, si on voit que il y a des petites, dans la maintenance, il y a des petites détériorations et qu'on ne les corrige pas, il y aura de grosses défaillances et tout de suite, des véhicules presque neufs se retrouvent sur cale parce qu'on a laissé des feux rouges cassés, on a des peintures raflées, on n'a rien dit. Et évidemment, les gens disent, bon, il n'y a pas de conséquences, on fait ce qu'on veut, et puis voilà, des véhicules presque neufs se retrouvent sur cale. Vous voyez? S'il y a des toiles d'araignée qui sont derrière un frigo et les panneaux solaires couverts de poussière, les vaccins sont mal rangés, il faut s'attendre à là qu'il y aura des pertes élevées de vaccins. Et ce qui va conduire à un gaspillage des fonds du gouvernement et des bailleurs. En matière de sécurité des injections, si des seringues usagées traînent partout derrière, dans les arrière-cours, les boîtes de sécurité ne sont remplies, sont mal rangées, etc., on peut être sûr qu'il y a un problème de sécurité de la vaccination dans cet endroit-là. Et attention, cela peut conduire à des manifestations adverses post-immunisation, à des infections nosocomiales, et tout ça peut conduire à un manque de confiance de la population vis-à-vis du système de santé à cause des petites seringues qui traînent à droite à gauche. En matière de gestion de vaccins, s'il y a des petites transgressions des principes de gestion, par exemple, les relevés de température ne sont pas à jour, les registres de vaccins sont mal tenus, les vaccins sont mal rangés, il y a des flacons avec Viviem virés dans leur frigo. Si on ne prend pas le soin d'arrêter ces transgressions à temps, il faut s'attendre à des lacunes sérieuses en matière de gestion des vaccins avec des risques importants de perte de vaccins qui peuvent conduire même à des interruptions de la vaccination. On a vu des cas pareils dans certains pays. En matière de gestion du personnel, si là où on travaille, les logisticiens travaillent, les toiles d'araignée pendent dans le plafond, les murs sont en mauvais état, les peintures sont décrépites, les cartons traînent partout, les toilettes sentent mauvais. Est-ce que vous pouvez trouver un personnel motivé et enthousiaste dans un tel endroit? Non. Il y a un sentiment d'abandon qui s'installe et la performance ne sera pas au rendez-vous. Et pourtant, quand on visite les sections logistiques de nos programmes, c'est à peu près comme l'image que vous voyez là, c'est ça qu'on voit un peu partout. Et avec ça, on ne peut pas avoir du personnel motivé, du personnel enthousiaste. En ce qui concerne l'esprit d'équipe, s'il y a des manquements de comportement, il y a des langages déplacés, les membres de l'équipe ne se respectent pas, et si les gens viennent en retard aux réunions, etc., et on ne rectifie pas ça à temps, c'est une négligence totale qui s'installe dans les relations entre les gens. Il n'y aura
pas de communication, la confiance va du pied, il y aura une atmosphère de frustration et l'esprit d'équipe s'érode. Et avec l'esprit d'équipe, la performance aussi s'érode. Parce qu'il y a eu des manquements de comportement qu'on n'a pas corrigés à temps. Tout ça a amené des meneurs d'hommes, hein, un général, le général Colline, à dire que lui, il commence la visite des camps de militaires par la visite des toilettes. On lui dit pourquoi? Il dit si les toilettes sont propres et bien entretenues, cela veut dire que le commandant du camp respecte ses hommes et exige d'eux de la discipline. Le camp sera bien géré. Vous voyez? C'est son critère. Un amiral, c'est aussi un autre grand meneur d'hommes. Il dit, si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Ça semble trivial. Commencez par faire votre lit si vous voulez changer le monde. Parce qu'il dit, si vous faites ça, cette victoire vous conduira à faire les autres tâches de la journée de la même manière. Et à la fin de la journée, beaucoup de tâches seront accomplies. Et il dit, cela vous fait comprendre l'importance des petites choses dans la vie. Si vous ne pouvez pas faire les petites choses correctement, jamais vous ne pourrez faire les grandes choses correctement. Et ça, ce sont des meneurs d'hommes. Un général et un amiral, il n'y a pas plus meneur d'hommes que ceci. Alors, ça, c'est l'explication sociologique, la théorie de la vie brisée, qu'on voit comment ça peut influencer les différents aspects de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. On a vu la maintenance qui correspond au critère E5, on a vu la gestion des vaccins qui correspond au critère E6, hein, etc., etc. Donc, il y a un lien avec les critères de la GEV. Si vous vous rappelez, vous voyez, nous avons parlé de la maintenance, ici c'est le critère 5, nous avons parlé de la gestion de tout ça, c'est la maintenance, la sécurité de la vaccination, hein, la gestion des vaccins, le critère 6, etc., etc. Vous voyez? Donc, là, c'est le critère E9, parce que vraiment, ça correspond au personnel, au suivi à la chose. Donc, vous voyez, il y a un lien direct entre ces aspects-là et la gestion efficace des vaccins. Vous voyez? L'explication managériale, c'est que les petites vitres brisées qui ne sont pas réparées en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement conduisent à de grosses défaillances en matière de maintenance, de gestion de stock, de la distribution, etc. Et cela donne des scores bas sur les critères relatifs au processus. Et c'est ça que nous avons appelé dépression, dépression du vouloir. Alors, qu'est-ce qui provoque la dépression du vouloir? En fait, elle n'est pas naturelle. La plupart des gens, quand ils viennent au bureau, ils veulent faire du bon travail. Ils ne quittent pas chez eux en disant « aujourd'hui, je vais faire du mauvais travail ». Personne ne dit ça. La plupart des gens, quand ils vont au bureau, ils disent « je vais faire du bon travail ». C'est pour ça qu'ils viennent. Hein? Donc, mais leur bonne volonté semble réprimée. Par qui et par quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Sinon, les gens ne se quittent pas chez eux en disant « je vais faire du mauvais travail ». Personne ne dit ça. La mauvaise volonté est disculpée parce que les gens viennent avec la bonne volonté. Le manque de moyens ne peut pas être invoqué parce qu'on a vu que les plans d'amélioration sont financés avec Gavi, RSS, JICA, etc. Les gouvernements, tout le monde y va du sien pour financer le PEV. Vous voyez? Alors, quelles sont donc les causes? Il a, comme on a dit, vous vous rappelez, il faut voir dans le comportement humain, la psychologie. C'est ça. Et là, je fais appel à la pyramide des besoins selon Maslow. Vous voyez, la pyramide qui commence par les besoins physiologiques et qui culmine avec les besoins de réalisation de soi. Alors, les vitres brisées non corrigées, ça crée un environnement de travail impropre et inapproprié pour les gens.
Et quand les agents constatent ça, hein, qu'il y a des détériorations, il y a des pannes, il y a des trucs, il y a des saletés, il y a des toilettes qui sentent, personne ne s'en occupe, les agents concluent que le management n'a aucune considération pour eux. Et à la longue, cela sape leur estime de soi. Parce que vous voyez, le besoin de considération et d'estime des autres, ça figure haut dans la pyramide de Maslow. Surtout, le besoin de considération et d'estime des supérieurs hiérarchiques. C'est très, très important pour un travailleur. Et quand ils constatent que ceux-ci ne les considèrent pas, leur estime de soi est sapée et ça les démotive. Ça les démotive. Et pourquoi le management, malgré tout ça, ne voit pas les vitres brisées? C'est parce qu'il néglige la supervision. S'il faisait la supervision régulièrement et correctement, ils pourraient voir toutes ces vitres brisées, là, toutes ces saletés, toutes ces détériorations, etc. etc. Il les verrait. Mais il néglige la supervision. La supervision n'est pas régulière et elle est vite négligée dès qu'il y a un manque de ressources. Une insuffisance de ressources, c'est le premier poste qu'on supprime. Et très souvent, les équipes de supervision ne comprennent pas des logisticiens. On prend tout le monde. On prend des médecins, des chargés de la communication, etc., etc., mais on ne prend pas les logisticiens. Et quand les membres de l'équipe de supervision arrivent sur site, ils posent des questions sur tous les aspects, sauf la logistique. Et ça transmet un message non dit aux agents qui dit la logistique n'est pas importante. Puisqu'on parle, on pose des questions sur tout, sauf sur la logistique. Et tous les communicateurs vous le diront, le message non dit est beaucoup plus puissant que le message dit. Vous voyez? Ça, c'est très important. Et troisièmement, très souvent, les superviseurs ne sont pas formés en technique de supervision. Ils confondent supervision et suivi. Ils veulent faire la supervision un peu partout, comme on doit, et à tout moment, comme on fait un suivi. Le suivi, lui, c'est partout, à tout moment. Et la supervision, non. Mais eux, ils font cette confusion. Ils confondent supervision et inspection. Et donc, quand ils arrivent, c'est comme si des inspecteurs de police sont arrivés, ça ne marche pas. Hein? Ils ne consignent pas leurs recommandations dans des cahiers de supervision qui sont laissés sur place, que les autres peuvent venir et construire dessus. Non. Donc, il y a une défaillance de techniques de supervision et tout ça fait que le management ne voit pas les vitres brisées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation-là? Pour ça, il faut transformer le précipice du pouvoir en pic du pouvoir. Il faut combler le précipice du pouvoir. Ça, c'est le rôle du management du programme. Il y a une défaillance dans le critère E9, le suivi, l'évaluation, la supervision. Le management du programme a le devoir de rétablir ça d'abord. Ça, c'est leur responsabilité. Ils doivent transformer la pente du précipice du pouvoir et faire ça, transformer ça en pic du pouvoir. Ça, c'est la responsabilité du management du programme. S'ils veulent trouver une solution au problème qui est posé. Et comment ils font ça? En revitalisant les fonctions d'appui. Hein? Le suivi, l'évaluation et la supervision formative. Et en utilisant les résultats du suivi pour déclencher des visites de supervision ciblées. Désormais, ils ne doivent plus faire la supervision un peu partout comme le suivi. Ils n'ont pas assez d'argent pour le faire, ils n'ont pas assez de personnel pour le faire, ils n'ont pas assez de temps pour le faire. Ils doivent cibler les endroits qui ont des problèmes de performance tels que révélés par les résultats du suivi et de l'évaluation. Et comme ça, ils peuvent cibler ces endroits-là, faire des supervisions plus fréquemment, plus longuement, plus efficacement. Et si on fait ça, ce pic de pouvoir qui va permettre maintenant de détecter les vitres brisées dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et permettre de les corriger à temps,
les agents vont sentir, ah, maintenant, le management s'intéresse à nous. Le management a de la considération pour nous. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui étaient avec nous en 1997 à Dakar, comment s'appelle l'Institut de gestion là, qui est à Dakar. Donc, on a fait une formation des logisticiens là-bas, dans tous les pays. Alors, on leur a demandé qu'est-ce qui les motiverait le plus. Et ils devaient citer 3 choses qui les motiveraient le plus. Et quand on a dépouillé, à notre grande surprise, alors qu'il y avait dans la salle des Tchadiens et des Centrafricains qui avaient 6 mois, 9 mois de retard de salaire, c'est la supervision qui est sortie comme premier facteur de motivation. Ils ont dit, si on travaille et ça n'intéresse personne, pourquoi on va continuer de travailler? Vous voyez? Donc, si on inverse la pente du précipice du pouvoir, on en fait un véritable pic du pouvoir en faisant les supervisions formatives régulièrement et de manière ciblée, là où le bas blesse. Donc, les agents vont se sentir considérés, leur estime de soi va être renforcée et ils vont être beaucoup plus motivés. Vous voyez, cette motivation, cette estime de soi réhabilitée va éperonner leur motivation. Ils vont exécuter les fonctions du processus beaucoup plus efficacement. Ils vont mieux gérer la maintenance, mieux gérer les stocks, mieux gérer la distribution et ils vont avoir des scores plus élevés dans les critères relatifs au processus. Et la dépression du pouvoir va être comblée et va devenir un véritable plateau de pouvoir. Vous voyez? Et tout commence par le management qui doit transformer ces précipices du pouvoir-là en pic du pouvoir, en réhabilitant les fonctions d'appui et en utilisant les résultats du suivi pour des formations et des supervisions civiles. C'est ainsi qu'ils vont réhabiliter l'estime du soi des agents et ceux-ci vont mieux travailler et la dépression du vouloir va être transformée en plateau du vouloir. Les gens seront motivés et quittent chez eux en voulant faire du bon travail. Ils arrivent sur place, ils sont motivés pour faire du bon travail. Et comment ça marche? C'est pas de la magie, c'est aussi simple que ça. Vous voyez la ligne bleue fine, ça c'est la frontière actuelle entre le service, la qualité du service et le coût et les résultats. Vous voyez? Si on adopte une nouvelle stratégie de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui est plus efficace, on a une nouvelle frontière, la ligne bleue grasse, qui est plus basse. Vous voyez? Et donc, quand on adopte ça, avec le même budget, si on reste au même niveau de coût, on voit qu'on va avoir un meilleur service à la clientèle et en même temps, on va obtenir un résultat accru. Vous voyez? Le résultat, c'est la ligne rouge. Donc, en améliorant cette nouvelle stratégie, en améliorant l'efficacité de la gestion, on améliore le service à la clientèle et on augmente les résultats. Par exemple, si avant, on faisait comme la supervision partout, on n'arrive pas à la faire, on va vite, etc., on ne fait pas bien la supervision, ça, c'est la ligne fine là, ça, c'est notre programme actuel. Mais si on décide qu'on va analyser les résultats du suivi et cibler seulement là les dépôts et les postes où il y a des problèmes de performance, ça nous amène à la ligne bleue grasse. Vous voyez? Parce que les coûts diminuent. Donc, avec le même budget, on peut faire une meilleure supervision là où le bas blesse, corriger les situations là-bas. Et en corrigeant les situations là-bas, on améliore le service à la population et on améliore les résultats. Parce qu'un meilleur service, ça amène une meilleure fréquentation, une augmentation de la fréquentation. Donc, c'est quelque chose qui marche, qui a été constaté.
Ce n'est pas de la théorie. Un autre exemple, je vais vous donner l'exemple de deux pays d'Amérique latine. Le premier exemple, c'est un pays où le parc est relativement vieux. Vous voyez que la barre du bas sur le graphique, c'est les frigos de moins de 5 ans. Et la barre est relativement petite comparée à la barre des frigos de 10 à 15 ans et plus de 15 ans. Vous voyez? Mais regardez, les parties vertes sont grandes ici. Pratiquement toutes les barres sont vertes. C'est les frigos fonctionnels, ça c'est représenté par les parties vertes. Les frigos non fonctionnels par les parties rouges. Vous voyez, ici, malgré l'âge avancé de ces réfrigérateurs, beaucoup sont toujours fonctionnels. Pourquoi? Parce que la maintenance est bien faite, elle est bien organisée. Vous voyez? Et donc, il est conseillé à ce pays de maintenir le niveau de la maintenance et de planifier à temps les renouvellements. L'autre exemple, c'est toujours en Amérique latine, un pays où le parc est plus jeune. Regardez, la barre des frigos de moins de 5 ans, elle est beaucoup plus longue ici. Vous voyez? 5 à 10 ans, elle est beaucoup plus longue. Vous voyez? Le parc est relativement jeune ici, comparé à l'autre. Mais regardez, la proportion de frigos qui ne marchent pas, les barres rouges, elles sont beaucoup plus longues ici parce que la maintenance est inappropriée. La maintenance est mal faite. Donc, le plus important, ce n'est pas l'avoir. Parce qu'ici, ce pays-là, ils ont un parc plus jeune, mais qui ne fonctionne pas. Ouais. Le plus important, c'est la volonté. Ayez toujours ça en tête. Maintenant, les appels que je voudrais faire aux uns et aux autres, c'est d'abord de prendre conscience que c'est une responsabilité partagée entre le management du PEV et les responsables chargés de la gestion de la logistique. Comme le montre sur la figure, aucune goutte d'eau isolée ne pense qu'elle est responsable de l'inondation. Mais qui peut nier qu'elle y a contribué? Ouais. Donc, chacun a un rôle. Les managers ont un rôle, les logisticiens ont leur rôle. Et la responsabilité de chacun est engagée si on veut sortir de la situation où on se trouve. Pour les managers, il faut traduire la théorie de la vitre brisée dans la pratique quotidienne. Dans les formations initiales et les formations en cours de service, il faut sensibiliser les gens sur cette situation-là, qu'il ne faut pas laisser des petites détériorations, des petites saletés, des petits malfonctionnements, des petites transgressions en place. Dans la supervision formative, il faut avoir un œil sur tout ce qui est vitre brisée. Toutes les petites saletés, toutes les petites détériorations, toutes les petites transgressions, il faut les identifier, il faut les porter à l'attention des personnes supervisées, discuter avec elles et trouver des solutions ensemble pour y remédier et vérifier lors de la prochaine supervision. Dans l'évaluation, il faut inclure tous les aspects qui sont susceptibles d'héberger ou de générer des vitres brisées et les évaluer. Par exemple, dans la GEF2, qui commence maintenant, hein, les toilettes sont évaluées. Dans la GEF1, personne ne s'intéressait aux toilettes. Mais je vous dis que les toilettes, c'est la première chose que le général Collins visite quand il visite un camp. Parce qu'il sait que si les toilettes sont propres, les gens sont motivés. Vous voyez? Toujours un appel aux gestionnaires et aux décideurs. Il faut montrer à vos collaborateurs que vous les respectez. Il faut les mettre dans un environnement de travail propre, même si c'est vieillot. Il faut les mettre dans un environnement propre. Et il faut leur donner un minimum de budget pour assurer un minimum d'entretien de leurs équipements. Vous voyez? Où est-ce que vous aimeriez travailler? Ici, hein, dans ce bâtiment décrépit, ou ici? La différence, c'est quelques coups de pinceau et quelques coups de balai. Rien que ça. Quelques coups de pinceau et quelques coups de balai. C'est ça la différence. Et elle est grande. Vous voyez?
Maintenant, concernant les logisticiens, eux aussi, ils doivent traduire la théorie de la vie brisée dans leur vie, leurs relations et leurs pratiques quotidiennes de gestion. Pour qu'à leur vie, on a vu, les sociologues l'ont vu, les personnes qui sont les plus heureuses à la maison sont les plus efficaces au bureau. Donc, tout est lié. Il ne faut pas croire que votre vie personnelle et votre travail, c'est séparé. Tout est lié dans la vie. Donc, il ne faut pas de vie brisée, ni à la maison, ni au bureau. Vous voyez? Et ne vous autorisez aucun écart de comportement qui pourrait provoquer des vies brisées dans votre environnement, que ce soit à la maison, que ce soit dans la société ou que ce soit dans les lieux de travail. Il faut avoir de bons comportements, un langage approprié avec les gens. Il faut développer des relations respectueuses et cordiales avec tout le monde, avec les parents, les amis, les gens qui habitent dans le même quartier, les collègues, etc. Et en tout cas, si vos superviseurs, vos employeurs ne vous respectent pas, ils vous laissent être dans un environnement décrépit, dans un environnement sale, ils vous donnent des équipements vieux, obsolètes, ils ne vous donnent pas de budget pour les entretenir, ça veut dire qu'ils ne vous respectent pas. Alors, montrez-les que vous vous respectez vous-même. Votre cadre de travail, maintenez-le propre et bien rangé. Avec le peu de budget que vous avez, faites le maximum pour entretenir vos équipements. Vous voyez? Cette dame-là au Comores a été déclarée meilleure agent qui tient bien son frigo. Tellement son frigo était toujours propre, bien rangé. Elle a été déclarée meilleure responsable au Comores. Vous voyez? Et donc, il faut montrer à vos superviseurs que vous vous respectez vous-même. Si vous acceptez de travailler dans un endroit sale, mais qui va vous respecter? Ça veut dire que vous-même, vous ne vous respectez pas. Mais si votre endroit, vous le maintenez propre, bien rangé, même si c'est petit, même si c'est vieux, rangez-le bien, nettoyez-le, que ce soit propre. Nettoyez vos équipements. Maintenez-le autant que vous pouvez. Vous finirez par votre comportement à influencer vos managers. Et ils finiront par vous respecter. Donc, en guise maintenant de message à emporter à la maison, je vous rappelle ces paroles dont je me souviens que ma maman répétait toujours, soit en français, ce sont les petites fissures qui deviennent les grosses fentes. Ça, c'est la version africaine de la théorie de la vitre brisée. En matière de gestion de la chaîne logistique, les vitres brisées, ce sont ces petites détériorations, ces petites négligences, ces petites transgressions de principes, ces petites saletés, ces petits désordres, ces petits manquements de comportement. C'est ça, les vitres brisées. Ce sont les fissures dans notre système d'autorité et de valeurs. Il faut les corriger, sinon les mauvaises habitudes vont s'engouffrer dedans et ça va devenir des grosses fentes qui vont lézarder tout notre édifice de gestion de la chaîne logistique qui sera inefficace, voire inopérant. Ça, c'est vraiment le message qu'il faut emporter à la maison. Juste un rappel, nous avons vu que les petites vitres brisées donnent naissance aux grosses défaillances, les scores bas, et là, on a, c'est ça qui provoque la dépression du vouloir. Si par votre comportement, par vos résultats, vous arrivez à montrer à vos superviseurs que vous êtes des gens qui se respectent, qui travaillent, et si eux-mêmes, ils font la même chose, ils rétablissent les fonctions de supervision, vous voyez, il y aura une amélioration de la motivation, il y aura une meilleure exécution des processus, les scores vont être plus élevés sur les critères de processus et la dépression du vouloir va être comblée. Et on aura le plateau du pouvoir. Donc ça, c'est un rappel
Vraiment pour vous rappeler tout ce que j'ai dit depuis le début. C'est pour ça. Vous voyez? Et ceux qui sont les noceurs parmi nous, je vois des gens qui ont des barbichettes blanches là, hein, les anciens noceurs là, ils savent que les bons danseurs, ils apprennent à danser tout seuls en se regardant eux-mêmes dans le miroir. Ils passent le temps devant le miroir, ils se regardent eux-mêmes, ils dansent, ils se corrigent eux-mêmes. Ils sont leurs propres superviseurs. Faites de même. Soyez votre propre superviseur. Non seulement vous deviendrez excellent, comme les bons danseurs, mais en plus, voici votre récompense. Le beau sourire de papa, de maman et de bébé bien vaccinés. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Merci. À vous. Merci beaucoup, Modibo. C'était vraiment très inspirant. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y a déjà quelques questions-réponses. Peut-être, je voulais demander aux collègues Adama et Abdoulaye si vous vouliez rajouter quelque chose. Juste dire merci. Je pense que le message était très clair. À ce point, je pense que, à moins d'éclaircissement, je n'ai pas d'ajout à faire. Merci, Modibo, pour la brillante présentation. Oui, pour le moment aussi, de mon côté, je pense que je voudrais plutôt donc avoir la réaction donc, des participants, mais que vraiment donc, Modibo a fait un excellent exposé qui est vraiment assez clair donc, sur donc, vraiment les voies qu'il faut emprunter donc, pour améliorer donc, la chaîne d'approvisionnement. À vous. J'aimerais, Alex, si je peux. Bien sûr, Solo, bien sûr. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est vraiment édifiant et je pense que là, il y a des enseignements pour chacun à tous les niveaux. Hein. Je pense qu'au niveau du secrétariat GEV, je pense que nous avons, ça c'est de l'argent efficace qu'on a dépensé pour avoir cette analyse experte et surtout qui comble des écarts pour nous orienter sur les actions futures du PEV. Et puis les partenaires, je pense qu'on va partager ça avec les partenaires. Ici, je vois dans les questions, il y a Salia, Alidou qui a posé une question, la dernière question, Modibo, je pense que tu peux élaborer là-dessus sur la question de la maintenance et les contrats d'achat ou de fourniture d'équipements qui incluent déjà les contrats de maintenance préventive et curative en temps réel. Je ne sais pas si tu peux élaborer sur ça. Modibo, tu es sur mute, on ne t'entend pas. Je vais peut-être laisser Digo répondre à ça, c'est la maintenance des équipements. Oui, c'est vrai, effectivement, qu'en partie, si on met donc, dans un cahier de charge déjà vraiment donc, une obligation donc, pour le fournisseur ou le fabricant, ou bien donc, vraiment donc, d'inclure aussi la maintenance dans les prestations. Mais ça, en fait, c'est toujours donc juste pour la période de garantie. Et il est vrai que ça aide aussi donc à certainement peut-être qu'il faudra peut-être aussi mettre non seulement donc, mais aussi la formation des techniciens donc à qui donc après il sera donc justement donc donner la tâche de faire la maintenance des équipements. C'est vrai. Donc c'est un pas vers peut-être une bonne maintenance, mais néanmoins c'est que ce n'est pas suffisant comme l'a dit encore Modibo. Je peux être aussi un bon maintenancier, mais si je sens que je ne suis pas motivé, ou bien si je sens aussi donc, dans mon environnement qu'il y a des problèmes, je peux peut-être aussi baisser les bras. Voilà ce que je pouvais dire pour le moment. Je voudrais peut-être ajouter une petite note à ce que les collègues viennent de dire. Je peux Oui. Voilà, juste pour ajouter, bon, je pense que, comme l'a dit mon collègue Djigo, je crois que c'est déjà une bonne chose d'avoir un contrat de maintenance qui spécifie déjà ces aspects
de maintenance préventive et curative. Mais il reste que jouant le rôle en ce moment de, j'allais dire, de superviseur, parce que le mot supervision est revenu dans les propos de l'exposé. Je pense que ce n'est pas juste parce qu'il y a ça que donc, bon, c'est accompli. Mais ça sera accompli si on vérifie véritablement que les choses telles que prévues se passent telles que prévues. Et s'il y a peut-être des manquements, à prendre aussi des dispositions pour corriger ces manquements. C'est ça qui va effectivement rendre plus effectif, plus efficace les interventions, même si ces interventions sont prévues dans le document contractuel. Merci. Merci. Il y a d'autres questions. Je vais peut-être les énoncer. Il y a une question ici du Dr Seydou Amadou Traoré qui dit « Bonjour, cher maître Dicko, et merci pour cette belle présentation de taille. Cependant, j'ai une petite confusion. En quoi l'instabilité du personnel PEV a un impact sur le GEV ?» En fait, ça reprend un petit peu toute la présentation. Oui, absolument. Si le personnel est instable, ça veut dire que le personnel ne se sent pas bien considéré et c'est pour ça qu'il cherche à partir. C'est pour ça qu'il y a cette instabilité du personnel. Le personnel vient un moment et puis il ne se sent pas bien, bien considéré, il n'est pas mis dans les bonnes conditions de travail. Il préfère aller là où l'herbe est plus verte. Et donc, cette instabilité, ça veut dire que chaque fois, il y a du personnel nouveau qui vient, qui n'est pas formé. Il faut prendre le temps de les former, mais entre-temps, les choses se passent et les choses ne se passent pas bien. Donc, il y a un lien direct entre cette instabilité et la qualité de la gestion. Merci. J'ai une question moi-même pour toute l'équipe. Est-ce qu'il existe, puisqu'en fait, finalement, la problématique, si je comprends bien tout ce que tu as énoncé, Modibo, la problématique relève du leadership personnel et du leadership du management. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, à l'heure actuelle, des formations de leadership pour le personnel de la logistique de la vaccination et pour son management? Il y a la formation il y a deux formations qui sont promues par Gavi. STEP. Il y a une formation qui s'appelle STEP qui concerne le leadership. C'est une formation de courte durée. Et il y a une autre formation qui s'appelle, je crois, LAMP, qui est une formation de plus longue durée qui se fait à l'université. Je crois que j'ai vu quelque chose là-dessus à Yaoundé, où on fait venir des managers et on les forme sur le leadership et puis ils font des programmes qui vont exécuter des retours dans leur programme et puis ils sont suivis. Et la formation STEP, c'est une formation sur le leadership, mais de courte durée, je crois 2 semaines. Et à part ça, je ne sais pas. Et est-ce que vous pensez que ce type de formation serait particulièrement bénéfique pour répondre à la problématique qui a été soulevée dans cette présentation? Je pense oui. Si je me rappelle bien, au début, en RDC, peut-être on peut contacter le docteur Mambou pour ça, pour ceux qui la connaissent, docteur Mambou. Elle parlait, elle racontait au début, dans les années 80, 70, 80 en RDC, on faisait venir tous les médecins-chefs de district et on les prenait pendant un certain temps, je ne sais plus combien de temps, mais c'est plusieurs semaines, et on leur apprenait la gestion, comment gérer un district. Et en partant, ils font un projet et ce projet est financé et on les suit. Mais ça, c'était la belle époque quand il y avait le financement à profusion. Mais avec l'insuffisance de financement, ça a été laissé tomber. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien faire. Et ces districts étaient aussi supervisés. On allait voir si le projet qu'ils avaient subi, ils l'ont appliqué bien.
Et s'ils l'ont appliqué bien, ils y recevaient une récompense. Il y avait un award. Et donc, ce genre de choses, ça peut, ça peut, ça peut se faire. Et le award n'a pas besoin d'être financier. Je me rappelle bien, docteur Kodi, en Côte d'Ivoire, un de nos collègues dans la vaccination à l'OMS, docteur Kodi, quand il faisait ses tournées en Côte d'Ivoire et qu'il constatait des districts qui travaillaient bien, il faisait féliciter le personnel du district par le ministre. Vous voyez, un médecin-chef de district au fin fond de la Côte d'Ivoire qui reçoit une lettre signée par le ministre qui le félicite. Vous voyez ce que ça fait? Oui, la reconnaissance. Voilà, donc ce n'est pas seulement de l'argent, mais c'est une reconnaissance. La reconnaissance, c'est très, très important. D'accord. Il y a Fantama Adi Camara qui demande s'il y a des formations accessibles au pays. Donc, les formations que tu avais mentionnées, si elles sont accessibles au pays. Et il demande aussi si la formation Logivac au Bénin est homologuée. C'est un petit peu spécifique peut-être. Alors, il y a deux formations Logivac. Il y a une formation en licence professionnelle qui dure une année scolaire, qui aboutit à un diplôme délivré par l'université de Calavi. Donc ça, c'est une formation homologuée. Il y a la formation courte qui donne lieu à un certificat de formation qui, elle, n'est pas homologuée par une instance académique. D'accord. Merci. Il y a une question peut-être un peu plus, plus ou moins technique. L'un de nos défis, je lis la question, l'un de nos défis, c'est la réactivité dans la réponse face à une panne de frigo. Le déplacement du maintenancier régional est toujours un problème. Quelle stratégie peut nous permettre d'améliorer la situation? C'est une question du docteur Ifono en Guinée. Anama, tu veux essayer? Oui, Omar? Abdoulaye, vas-y. Oui, justement, c'est que là, oui, donc, c'est un problème justement d'organisation de la maintenance au niveau donc, du pays. Effectivement, donc, on rencontre souvent ce problème-là, pas seulement en Guinée, mais aussi donc, même en RDC, où quelquefois donc, le déplacement des techniciens se pose vraiment un réel problème. Peut-être qu'il faut donc pour chaque pays aussi donc, voir peut-être les difficultés et voir aussi quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Par exemple, au lieu donc de centraliser la maintenance au niveau donc, de la capitale, on peut aussi voir comment la décentraliser pour donc créer aussi donc des pôles au niveau donc de certaines régions qui vont pouvoir donc peut-être aussi donc disons englober d'autres régions et donc ça va faciliter aussi donc certainement les déplacements mais cependant il faudra que donc des moyens aussi appropriés soient mis à disposition à ces techniciens. Je pense que justement c'est que aussi le problème qui se pose, c'est comme disait aussi Niveau, quelquefois, c'est qu'on a ici un tel maintenance qui est là devant nous, on pense que c'est un magicien et on ne lui donne pas les moyens aussi donc il faut approprier qu'il faut pour qu'il puisse se déplacer et quelquefois aussi il manque de formation donc vraiment il y a pas mal de problèmes aussi, donc, qui doivent être résolus, qui doivent être mis sur la table pour que vraiment on puisse trouver la bonne solution. Mais aussi, certainement, aussi la motivation y est pour quelque chose. Voilà donc ce que moi je pense. Okay. J'aimerais y ajouter que les réfrigérateurs, c'est des équipements vraiment très solides. C'est des équipements qui ne tombent pas en panne chaque jour. Et avec un minimum d'entretien, un réfrigérateur peut rester des années et des années en bon fonctionnement. Et donc, le plus important en matière de maintenance, c'est de former l'utilisateur, qu'il puisse faire les entretiens qui relèvent des responsabilités de l'utilisateur, qu'il puisse les faire régulièrement, qu'il puisse les faire correctement. Vous voyez? C'est aussi simple que, par exemple, donner une échelle à quelqu'un pour qu'il monte pour pouvoir épousseter le panneau solaire sur le toit. S'il n'a pas d'échelle, le panneau se couvre de poussière, il ne produit pas assez d'énergie, le frigo s'arrête. On fait venir un technicien sur 500 km,
qui va venir nettoyer et le frigo reprend. Vous voyez? Donc, le plus important en matière de maintenance, c'est la formation de l'utilisateur sur les tâches de maintenance qui relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Et ça rejoint un peu la question ou le commentaire et question de Diop Papamoussa qui dit: dans nos pays, on voit souvent que les endroits où on garde les vaccins sont mal entretenus et les frigos sont souvent âgés. Qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce une négligence ou un manque de considération? Ça reprend un petit peu ce que tu disais, Modibo, dans ta présentation. Peut-être je voulais ajouter aussi sur la question de la maintenance du technicien qui se déplace sur des centaines de kilomètres pour... je pense que les collègues ont véritablement donné déjà les bases. La base, c'est l'utilisateur bien formé qui sait effectivement et qui est motivé pour faire justement les travaux d'entretien périodiques, j'allais dire réguliers, pour pouvoir maintenir justement la santé de ce réfrigérateur. Mais on peut aussi voir dans l'environnement, il y a peut-être des situations où on peut développer des collaborations. On n'est pas obligé d'être dépendant, par exemple, du niveau national, quelqu'un qui doit quitter nécessairement. Si dans la zone, on peut avoir des collaborations avec des gens qui sont des spécialistes aussi des réfrigérateurs et qui sont dans l'environnement immédiat. Il y a des collaborations comme ça. Donc, j'invite en fait qu'il y ait une possibilité d'ouverture du PEV à certaines collaborations qui peuvent être utiles, qui peuvent être gagnant-gagnant. Donc, à ce niveau-là, bon, ce n'est pas un cas spécifique, ça dépend de l'environnement où on se trouve. Maintenant, sur la question effectivement de est-ce que c'est une négligence ou est-ce que manque de considération, je pense que ça finit par être les deux. Ça finit par être les deux parce que si on connaît effectivement la valeur des vaccins et la valeur de ce réfrigérateur qui doit maintenir le vaccin dans des conditions idéales pour une vaccination qui immunise, il faut bien qu'il y ait de la considération et il faut bien que effectivement ce frigo-là soit maintenu dans des conditions correctes en termes, par exemple, de si c'est un local sale, un local réduit. Voilà, donc je pense que c'est les deux. C'est un manque à la fois de considération, mais aussi de méconnaissance, en fait, de la valeur des vaccins. Donc, il y a là, véritablement, le management doit prendre l'action. Bon, juste pour confirmer un peu donc, ce que Modibo venait de dire, que pour certaines tâches de maintenance, vraiment, l'utilisateur doit être formé. Je me rappelle donc en 2002, j'avais donc justement eu la charge de former donc, des infirmiers qui avaient bénéficié donc d'un réfrigérateur Sibir. Il y en avait 186. Donc, j'ai formé à peu près les 186 infirmiers sur donc, la maintenance des réfrigérateurs. Et donc, imaginez-vous, en 2010, je me déplaçais aussi donc, pour la revue externe du PEV au Sénégal. Et je suis tombé donc sur un poste de santé où j'ai vu donc le réfrigérateur Sibir qui est encore là en bon état. Et justement, je questionnais donc l'infirmier, il me dit, voilà, bon, en fait, vraiment, on nous a appris à prendre en charge donc, la maintenance vraiment élémentaire des réfrigérateurs. C'était un certain monsieur Digo qui nous a appris ça et il ne m'avait pas reconnu. Il ne m'avait pas reconnu et il dit, mais voilà, c'est moi. Et ça faisait plaisir vraiment de voir justement que cet infirmier a intériorisé donc les leçons qui avaient été apprises et qu'il les applique. C'est possible de dire vraiment donc, effectivement que la formation de base justement, donc, est importante pour donc, que les gens puissent aussi agir comme il le faut. Parfait, merci. Il y a un commentaire justement de Smaïla Alidou qui dit: le défi réel, c'est d'avoir des techniciens formés et bien formés pour réaliser la maintenance, avoir des contrats réels et suivis avec des sociétés fournisseurs des équipements pour la maintenance, inclus dans les contrats d'achat des équipements, la maintenance tout au long de la vie de l'équipement. Donc ça, c'est son commentaire. Il y a une question qui me paraît très intéressante ici, une question de Gazim Sissé Aminata. La question est la suivante, ou le commentaire et la question sont les suivantes. Vous insistez sur la supervision, aussi la disponibilité des ressources. Que pensez-vous du développement de l'auto-formation avec l'utilisation des standards, des protocoles appuyés par le coaching à distance? Parce qu'il ne faut pas ignorer les lourdeurs administratives qui sortent des goulots cachés à la réalisation d'une supervision. Que pensez-vous donc de ce commentaire et de l'auto-formation et des coachings à distance?
vois qu'il y a Modibo qui s'est levé, donc il est absent peut-être un petit... Ah, il est de retour. Donc, Oui, c'est l'utilisation des nouvelles technologies dans notre travail. Et ça, il exact. faut le faire, absolument. Nous sommes à l'âge de la cybernétique, il faut utiliser les nouvelles technologies. On n'est pas obligé de se déplacer tout le temps. On peut utiliser les nouvelles technologies et faire du coaching à distance. Surtout maintenant, avec les smartphones, avant, on ne pouvait pas voir les gens, on ne pouvait pas voir le frigo. Mais maintenant, on peut dire à l'infirmier, ouvre ton frigo, fais-moi voir. On voit ce qu'il y a dans le frigo. On lui dit, tourne derrière le frigo, je veux voir ce qui se passe. Donc, on peut superviser à distance, on peut coacher à distance maintenant avec les nouvelles technologies. Il faut en profiter. Et en matière de formation aussi, les e-learning, les m-learning, ce sont des techniques qu'il faut utiliser pour améliorer la capacité des gens. Ça, absolument, elle a raison. Il faut faire feu de toutes les nouvelles technologies pour améliorer la compétence des gens. Et est-ce que vous pensez qu'il existe une déficience finalement dans les pays, notamment en Afrique, mais aussi si vous avez un peu de connaissances en Amérique latine ou en Asie, est-ce que vous pensez qu'il y a une déficience de l'utilisation de ces nouvelles technologies, de ce type de formation à distance et de coaching? Ou est-ce que vous pensez que ça se développe bien? Adama, tu veux essayer? Oui, je vais essayer, mais c'est pour dire simplement que c'est vraiment, comme on dit, les nouvelles technologies, le mot les nouvelles technologies. Donc, c'est sûr que ça gagnerait à se développer, à s'implanter davantage. Ceci dit, quand même, comme on l'a dit, il y a un apprentissage qui est nécessaire. Et si on peut déjà commencer par cet apprentissage et puis la dotation de ces technologies, ça aiderait bien. C'est juste pour dire qu'il y a quand même un effort à faire d'apprentissage, un effort à faire de dotation dans ces technologies-là. Donc, c'est un processus qui est en cours, qui se développe et qui gagnerait à se développer davantage. Je ne suis pas sûr qu'à ce jour, on pourrait s'en contenter et ne pas nécessairement faire une supervision, comme on dirait, face-to-face, mais je pense que de plus en plus, on pourrait combiner les deux jusqu'à ce que, avec le développement de ces technologies-là, ça prenne plus de pas sur les visites physiques. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui est encouragé. Bien sûr. Et il y a Mamadou Diallo qui rebondit justement sur ces commentaires en soulevant la question de la télémaintenance. Est-ce que c'est une solution? Hugo? Oui, je pense qu'elle indique qu'on a une opportunité vraiment extraordinaire pour pouvoir donc aussi régler des problèmes à distance. Peut-être même qu'avant, peut-être qu'un technicien ne se déplace, il peut régler les choses avant à distance si vraiment il y a justement donc, ces nouvelles technologies qui sont utilisées donc, et pour qu'ils puissent voir ce qui se passe et pour donner donc des instructions à distance pour donc vraiment améliorer la bonne marche de tel ou tel appareil. Je pense que c'est possible. Hein? Et ça pourrait aussi vraiment aider à optimiser donc certainement les coûts dans la mesure où il se peut que voilà, donc, le technicien se déplace et qu'il n'y aille que pour régler le thermostat ou bien qu'il n'y aille que pour, par exemple, effectivement nettoyer les panneaux solaires. Alors qu'en fait, tout ça peut se faire donc avec la personne qui est sur place. Oui? Moi, je suis entièrement d'accord pour que cela se fasse, mais aussi, je pense à autre chose, peut-être aussi qu'on pourrait développer ce qu'on appelle job aid, qui serait aussi donc vulgarisé pour certaines tâches ou même aussi pour les attributions de chacun aussi, donc le mettre sous forme de job aid pour me dire voilà, voici tes attributions, voilà ce que tu dois faire. Et tout cela peut-être pourrait aussi encore être développé et, disons, répété, parce que comme on dit, la répétition aussi donc, est pédagogique, pour que vraiment les gens puissent vraiment donc, vraiment avoir des guides à leur côté, mais aussi même peut-être même pourquoi pas aussi de développer donc des checklists, non seulement en matière de maintenance, mais aussi des checklists en matière de supervision et de tout.
Pour ajouter un peu, je pense à une idée qui me vient là, parce qu'effectivement, bon, la supervision, c'est vraiment le maître mot ici, mais je pense que pour supporter la supervision, j'allais dire, il faudrait effectivement que nous puissions avoir à l'esprit que un système de monitorage doit aussi être en place pour aider. Le monitorage, ça veut dire qu'à travers l'analyse des données, enfin des rapports qui doivent être faits régulièrement et l'analyse donc de ces rapports avec des indicateurs qui doivent être renseignés, on peut se rendre compte à travers ces analyses-là de quelques soucis qu'on peut sentir dans une tendance. Donc, des données peut montrer quelques soucis dans le système auxquels on doit apporter justement une attention plus poussée, une attention particulière. Et cela donc peut, comment on appelle ça en anglais, dit trigger. Ça peut, Déclenché. voilà, ça peut déclencher une supervision qui serait d'ailleurs formative parce que déjà on voit à travers l'analyse des données qu'il y a peut-être des lacunes à combler et donc ça arme beaucoup plus la supervision à être efficace. Parfait. Merci. Il y a Bibata Paré qui fait un petit commentaire sur l'intervention d'Abdoulaye de tout à l'heure qui dit « Je suis d'accord avec Djigo. Comme l'a dit Modibo, cela dépend de l'organisation de la maintenance. En Guinée, 38 techniciens ont été formés par le centre Logivac en 2019, un par district, mais qui jusque-là ne sont pas utilisés. Les techniciens de maintenance du niveau central sont toujours sollicités pour la maintenance des réfrigérateurs dans les centres de santé. Il faut renverser la tendance. » C'était un petit commentaire. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, donc je ne sais pas si on va avoir le temps de tous les voir, mais si nos panélistes sont d'accord pour rester encore quelques minutes pour répondre à quelques questions. Alors, je regarde. Diop Papamoussa, ne pensez-vous pas qu'il serait pertinent de contractualiser avec des firmes logistiques nationales, régionales, voire même internationales pour assurer les aspects de supervision et de maintenance? Une forme d'externalisation pour combler les gaps de personnel et de ressources. Oui, c'est un peu dans la ligne dont parlait Adama qu'il ne faut pas croire qu'on est en vase clos. On est dans un environnement où il y a d'autres acteurs. Et donc, il faut tisser des relations gagnant-gagnant avec eux, y compris le secteur privé. Et donc, on peut externaliser beaucoup de choses avec le secteur privé, pourvu que on puisse avoir en place des systèmes de supervision qui permettent de se rendre compte que le travail se fait comme prévu, correctement. Sinon, c'est une très bonne idée. On peut externaliser la maintenance, on peut externaliser comme d'autres aspects, mais la condition, c'est qu'on puisse, en externalisant, prévoir aussi des systèmes de suivi et de supervision pour s'assurer que le travail se fait correctement selon les termes du contrat. Merci. Il y a peut-être un dernier commentaire de Medakbekal Mdossou qui nous dit « Bonjour cher maître, très bonne présentation et une analyse de taille prenant en compte toutes les dimensions. Je retiens une diapositive qui est résumée ainsi. Même si le management ne met pas les logisticiens dans de bonnes conditions, ils doivent entretenir l'existant pour montrer leur efficacité et leur savoir-faire. Très important et on doit s'engager. » Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions et il est 11h30, donc on arrive au bout de l'heure. Est-ce que vous avez, Modibo, Adama, Abdoulaye, Solo, est-ce que vous avez des commentaires avant de clôturer cette session? Oui, s'il vous plaît, juste pour dire effectivement que la supervision est très importante, mais cependant, c'est que je pense que le management lui-même doit être aussi formé à la supervision. Comme disait Modibo, les gens quelquefois confondent la supervision et inspection et ne savent pas donc vraiment la bonne approche pour superviser donc les gens. Je pense que là aussi, il serait bon aussi même qu'on initie des formations sur la manière de superviser et aussi l'intégration aussi peut-être même de techniciens de la logistique aussi dans la supervision.
Mais aussi, moi, il y a aussi un autre aspect. Quelquefois, nous avons donc des techniciens de maintenance, mais qui savent faire peut-être le travail pratiquement, mais qui ne savent pas faire gérer la maintenance. Là aussi, je pense qu'il serait aussi bon d'intégrer aussi donc la gestion de la maintenance dans la formation des techniciens de maintenance pour qu'ils puissent vraiment aussi avoir aussi le niveau qu'il faut pour vraiment prendre en charge la maintenance comme il le faut. Voilà, donc c'est ce que je pouvais donc donner comme, disons, perspective. Merci Abdoulaye. D'autres commentaires? C'est Adama. Je pense que je voulais d'abord remercier tous les participants à cet événement. Je pense que ça ne sera pas le dernier. Remercier également les partenaires aussi qui ont soutenu cette activité de TBI. Je voulais bien sûr remercier l'équipe de TBI qui a beaucoup travaillé sous le leadership de Modibo sur ce dossier et rappeler que TBI de Balanza Institute, comme je l'ai dit, offre des conseils, une assistance technique et des formations. Tout dernièrement, nous avons formé plus d'une dizaine de personnes à la GEB et délivré des attestations. Mais nous continuons brutalement à offrir une assistance technique relativement aux vaccins et autres produits de santé, donc par exemple la gestion efficace des vaccins, des services d'assistance technique à la chaîne d'approvisionnement, aux infrastructures d'équipement, à la gestion des déchets biomédicaux, à la logistique des urgences, aux ressources humaines et institutionnelles. Nous avons un site web que vous pourrez visiter. Il s'agit de nous écrire. Nous allons vous donner plus d'éléments là-dessus. Et remercier aussi le modérateur qui a véritablement de mettre permis donc cet échange. Merci encore à tous et je pense que nous aurons l'occasion de se retrouver. À vous. Merci Adama. Solo? Ouais, merci, Alex. J'aimerais remercier encore TBI et les panélistes ici, Modibo, pour cette brillante présentation. Je pense que vous avez cerné le contour des leçons apprises sur la GR1. Je pense que ça va nous orienter et nous allons partager certainement avec les autres partenaires de l'Alliance. Et je pense que l'autre webinaire, Alex, je pense que tu vas venir dessus, qui sera en anglais également, donnera beaucoup d'informations également à un groupe francophone, un groupe anglophone. Et je remercie beaucoup les participants qui ont vraiment contribué pour leur participation active à cette discussion. Et je vois il y a eu beaucoup de discussions autour de la maintenance. Et nous allons prendre ça comme également une leçon, une leçon et un domaine à explorer et voir comment on peut donner davantage d'aspects de gestion sur ce domaine-là, ce qui est un critère qui était également dans la dépression. Et je pense que l'objectif que nous avons voulu ici éclairer, disons, les partenaires et les gestionnaires des pays est atteinte. Et merci encore pour cette prestation, pour cette brillante prestation. Merci. Modibo, un dernier mot? Non, merci de votre attention. Parfait, merci. Soyez votre propre superviseur. C'est très beau ça. Soyez votre propre superviseur. Je vais peut-être terminer sur un dernier commentaire de Moussa Traoré. Qui dit par rapport aux techniciens assurant la vaccination, le problème est qu'ils n'ont souvent pas le temps parce que beaucoup parmi eux sont recrutés comme aides-soignants au CESOM et c'est pour ça qu'ils sont payés, mais pas comme agents vaccinateurs. Pour les ASACO, le PEV est secondaire parce que le PEV ne fait pas de rentrée d'argent. C'était un commentaire de Moussa Traoré, je voulais quand même l'indiquer parce que je pense que c'est important de donner les commentaires à tout le monde. Je remercie tout le monde. Nous avons donc une session, et donc cette session sera donnée en anglais la semaine prochaine avec les mêmes intervenants de haute volée et de grande classe. Vous avez ici la chance d'avoir eu un masterclass fabuleux. Moi, je suis très content de ce que j'ai entendu. Je vous ferai suivre les informations par email. Donc, j'enverrai à toutes les personnes qui se sont inscrites la présentation en français. L'enregistrement que nous avons fait de cette présentation, qui sera donc posé sur YouTube, et vous aurez le lien. Et je vais contacter mes chers collègues pour pouvoir obtenir le lien du site web
de TBI et peut-être aussi une adresse email si jamais vous avez des questions complémentaires à adresser à mes collègues. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, une très belle journée et à très bientôt pour un prochain webinaire TechNet et qui sait peut-être un jour une formation en leadership que nous serions très heureux, nous à TechNet, d'aider à soutenir. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bye Au revoir bye. tout le monde. Bye.